On y va? On y va. On y va, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous les participants, participantes. Bienvenue à ce premier webinaire de l'école d'été. En fait, le deuxième, si on inclut si on inclut la présentation de Studium. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je suis avec mon collègue Mohamed. Mon nom est Guylaine Gauthier. Je suis conseillère pédagogique au CPU, Centre de pédagogie universitaire, et coordonnatrice du secteur de la pédagogie universitaire. Je suis spécialisée en approche par compétences et en planification. Voilà. Donc, Mohamed, je te Merci. laisse te présenter. Merci Guylaine. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 227 et ça augmente. Mon Oui, Dieu, the sky is the limit. Donc, Mohamed Ali Ben Ali, je suis conseiller pédagogique au CPU. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Guylaine pour vous parler de planification. Et aujourd'hui aussi, c'est un peu particulier, c'est qu'on a utilisé, vu que l'offre de l'école d'été a eu beaucoup de succès, on a opté pour une licence Zoom webinaire, donc licence Zoom très grand groupe, qui peut théoriquement accommoder jusqu'à 3000 participants. Dans le fond, qu'est-ce que ça implique? C'est la même chose que le Zoom que vous connaissez d'habitude, sauf que pour cette fois-ci, vu qu'on sera très nombreuses et nombreux, on vous invite à utiliser la rubrique ou l'onglet questions et réponses pour poser vos questions, vos interventions. Et tout au long de notre atelier, on va garder l'œil dessus. Il y a d'autres collègues qui vont nous épauler. On a l'équipe du GPCE, qui est donc le groupe couverture des événements, qui nous aide beaucoup pour tout ça. Et donc, n'hésitez pas à poser les questions. On va répondre au fur et à mesure. Et on aura aussi des moments précis pour répondre après chaque partie présentée. Guylaine? je rallume mon micro. Parfait. Est-ce qu'on commence avec notre présentation PowerPoint? Je te laisse Voilà. l'afficher. Voilà. Donc, rappel du titre du webinaire, vous le savez bien, adapter son cours à la formation à distance avec emphase sur la planification, le plan de cours. On peut passer à la prochaine, Mohamed. Excellent. Donc, dans ces 7 heures que nous passerons avec vous, notre intention pédagogique est de vous présenter différentes ressources et pistes pédagogiques qui pourront vous aider dans la planification de votre cours à distance. Donc, c'est un mélange de savoir théorique et de savoir pratique et expérientiel. Voilà. On a imaginé 3 sections, Mohamed et moi. Dans un premier temps, on vous présenterait des aides à l'élaboration d'un plan de cours. Chaque section se terminerait par une série de questions-réponses. Donc, questions-réponses, clavardage ouvert, on répond à vos questions au meilleur de nos capacités. Une deuxième section sur les aides à la rédaction d'un objectif et une dernière section, la troisième, sur des aides à la planification des activités. Voilà pour notre plan de séance. Et on se lance, Mohamed. Aide à Merci. l'élaboration d'un plan de cours. Donc, je vais commencer cette première section avec les plans de cours de l'Université de Montréal. Ils ne sont pas, je tiens à préciser, ces plans de cours, ces gabarits de plans de cours ne sont pas prescrits. Ce sont des ressources qui sont mises à votre disposition et je vais vous les présenter ici. Elles pourraient vous être utiles. Je vais vous commencer par, il y en a 3. 3 identiques, mais dans des formats différents avec des aides différentes que je vous présente à l'instant. Donc, regardons la colonne du centre, le modèle Word. C'est le premier gabarit plan de cours qui a été créé. Donc, ce gabarit plan de cours vous permet, il y a une mise en forme qui est proposée, c'est certain. Je vais vous la présenter à l'instant, dans quelques minutes, mais vous avez la possibilité dans ce modèle de modifier un titre ou un intitulé de tableau qui ne vous plaît pas, d'ajouter des annexes, de retirer une colonne dans un tableau, etc. Donc, il y a une certaine flexibilité qui vous est offerte, d'où les 2 plus verts. Il y a aussi une aide à l'édition, c'est-à-dire que l'information qui pouvait être pré-rentrée l'a été. Vous avez des calendriers pour sélectionner les dates de vos séances. Vous avez des contrôles de contenu qui vous permettent de mettre en forme rapidement votre texte. Encore là, je vous montrerai. Par contre, au niveau de la gestion des fichiers,
eh bien, vous devez vous-même nommer votre fichier, vous devez vous assurer de le mettre sur le site de votre cours dans Studium. Des liens sont proposés dans ce modèle. Encore là, je vous les présenterai tout à l'heure. Eh bien, ces liens, s'ils sont mis à jour, c'est à vous de le faire. Il y a l'autre, le formulaire en ligne, qui est construit selon, il est identique au modèle Word, mais il est en ligne. Donc, il y a une aide encore plus importante à l'édition, une gestion des fichiers qui vous est proposée et la mise à jour des liens est automatique. Par contre, avec cette aide à l'édition qui est importante, c'est pas tout à fait possible, en fait, ce n'est pas possible de modifier un titre de tableau, de retirer certaines choses. Je vous montrerai la latitude tout à l'heure dont vous disposez. À l'autre bout du spectre, si je peux l'appeler comme ça, vous avez le document Word. C'est un document, c'est encore là le format où la mise en forme est très similaire aux autres, au modèle Word, mais vous pouvez tout modifier. Si vous voulez copier-coller de votre plan de cours actuel dans le document Word, c'est excessivement facile. Mais comme vous voyez, les moins, il n'y a aucune aide à l'édition, aucune mise à jour des liens ou aucune gestion des fichiers. Voilà qui vous donne un portrait des gabarits de plan de cours mis à votre disposition. On va vous les montrer maintenant. Mohamed, je te laisse tourner la page et montrer le modèle Word, s'il te plaît. Ça va être fait. Juste un instant pour partager le modèle Word. Parfait. Donc, on se retrouve ici. Vous avez, est-ce bien le modèle Word, Mohamed? Je crois que tu as mis le document. Excuse-moi. Il n'y a aucun problème. Oui, effectivement, parce que, OK, c'est la même... Oui, c'est la même interface. Il y a quelques subtilités que je repère rapidement. Ça fait des années que je suis là-dedans. D'accord. Est-ce que c'est le bon document, Guylaine? Donc, moi, je vois à commencer le partage d'écran. Je ne vois pas encore le document. OK. Attendez une minute. Ça, c'est les subtilités du partage avec Zoom. Oui, on s'est pratiqué avant, ça marchait très bien. Ça va marcher encore tout à l'heure. Nous avons le document. Ben, écoutez, Mohamed, je vais montrer le document, puis on pourra aller vers le modèle. Vous voyez ici, en fait, la mise en page de base du gabarit de plan de cours. Donc, différents informations générales et le titre d'une rubrique. Toutes les rubriques sont précédées d'un triangle, comme vous voyez là. Le plan de cours ne contient aucune surprise, en fait. Ce sont les rubriques usuelles, celles que l'on retrouve habituellement dans un plan de cours. Simplement, il y a une harmonisation des termes employés qui s'est faite à plus haut niveau et qui vous est proposée ici. Donc, Mohamed, on pourrait montrer le modèle maintenant. Le document doit s'intituler « Document 1 » ou quelque chose comme ça. On y arrive. Merci de votre patience à tous. Ah là, on n'y est pas. On n'y est pas. Je m'en excuse. C'est qu'il y a un petit souci avec le partage. C'est pourquoi je tiens à vous montrer le modèle Word. Je vais pendant ce temps raconter un savoir. C'est pas encore le cas, Mohamed. Oui, D'accord, mais je vais parler pendant ce temps. En fait, le modèle Word, ce pourquoi je tiens à vous le montrer, c'est qu'il y a une petite subtilité technique qui est assez importante à connaître pour faciliter. Voilà, on y est, nous avons le modèle Word. Je vais vous montrer cette petite subtilité technique. D'abord, simplement, vous voyez, ce sont des champs texte qui vous sont proposés. Donc, si Mohamed, tu cliques ici pour entrer du texte et tu fais l'essai, donc la mise en forme est automatique. Et si on poursuit plus bas, au tableau enseignant, il est facile et vous avez des consignes. Vous pouvez cliquer, si vous êtes 2 enseignants à donner votre cours, vous cliquez sur le plus et vous dupliquez le tableau de la sorte. Si on poursuit, je vais rapidement, mais si on poursuit le défilement, très bien encore Mohamed, nous allons aller au calendrier des séances, encore plus bas. Parfait, nous y sommes. Donc, si nous faisons une sélection, vous avez ici un calendrier pour inscrire, c'est ça, la date de votre séance. Donc, vous voyez ici qu'il y a des liens. Par exemple, si on va descendre encore, Mohamed, je te fais te promener. Encore, nous descendons. Excellent. Nous sommes dans les ressources, soutien à la réussite plus bas.
Le plan de cours, on voulait, en proposant un gabarit à la communauté enseignante, l'une de nos intentions était de réduire le nombre de pages dans un plan de cours et donc son ampleur. Et vous aider, bien évidemment. C'est la priorité numéro 1. Vous avez ici différents liens qui vous sont proposés. Ces liens sont à l'intention des étudiants, donc on vous recommande de les laisser là. Voilà, donc je m'arrête ici. On va maintenant, dans le plan de cours électronique, vous montrer rapidement comment ça fonctionne, mais je vous rassure, il y a une vidéo qui est disponible sur le sujet et qui pourra vous guider encore davantage. À la toute fin de notre webinaire, je vous montrerai où se trouvent toutes les ressources. On les a rassemblées pour vous. Excellent. Donc, Mohamed se trouve dans un espace Studium qui lui appartient. Pour ajouter le plan de cours, un plan de cours électronique, il suffit d'activer le mode édition. Et Mohamed descend et à l'endroit de ton choix, Mohamed, il suffit de cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Donc, le plan de cours est l'avant-dernière ressource dans la liste qui apparaît. Voilà, il suffit de créer. Très bien. Vous arrivez aux paramètres de la ressource. Donc, la première question qui vous est posée, je trouve ça important de vous en glisser un mot, on vous propose un plan de cours par objectif ou par compétence. La différence entre les deux est minime. C'est écrit nulle part, mais je vous la présente. Simplement, il y a un terme qui est différent entre les deux. Dans le plan de cours par objectif, on parle d'objectifs généraux et dans le plan de cours par compétence, nous parlons d'intention pédagogique. Au niveau des termes, c'est la seule différence. Les autres différences sont au niveau des explications. Donc, moi, je vous recommande, si votre programme est par compétence, qu'il existe un référentiel de compétences et que votre cours se raccroche à des compétences en particulier, prenez alors par compétence, tout simplement. Sinon, par objectif, convient parfaitement. Vous avez, je vous présente encore là sommairement quelques subtilités. Dans la description, vous pouvez exactement décrire votre plan de cours si besoin est et en cliquant sur la case en bas, l'afficher ou pas sur la page de votre cours. Plus bas, c'est ce qui est intéressant. Il arrive souvent que le plan de cours évolue en cours de trimestre. Alors, on a pensé vous offrir des notes de version. Donc, vous pouvez versionner votre plan de cours et ce ne sera visible que par vous, les enseignants, pas par les étudiants. Donc, vous pourriez ici vous inscrire des notes pour suivre l'évolution du plan de cours. Par la suite, si vous le souhaitez, vous pouvez informer les étudiants des modifications apportées dans le champ description que Mohamed avait rempli comme ça sommairement, une description plus haut. Voilà, donc Mohamed, nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Une fois les paramètres déterminés, on peut passer à la rédaction du plan de cours. Je ne vais pas passer au travers, évidemment, parce que j'ai d'autres choses avec Mohamed à vous présenter, mais simplement pour vous dire que vous voyez tout en haut les intitulés, les rubriques. Donc, vous naviguez d'un simple clic de souris à travers les rubriques du plan de cours. Si nous allons à Information générale, Mohamed, vous voyez des points d'exclamation. Ces points d'exclamation indiquent les champs obligatoires du plan de cours selon le règlement des études de premier cycle. Vous avez des points d'interrogation qu'on retrouve ici et là, peut-être déroulement du cours, Mohamed, plutôt que type de formation. Merci. Donc, voilà, vous avez des bulles d'aide. Donc, de l'aide contextuelle vous est présentée au fur et à mesure de votre rédaction. Si nous allons maintenant, dans une autre section, je vois le temps qui file. Nous allons dans le calendrier des séances. Pour décrire une séance en particulier, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Plus ». Alors, un espace apparaît et à l'intérieur de ces champs, vous décrivez votre séance. Si, par exemple, le champ « Évaluation formative » ne vous parle pas, vous n'en faites pas à cette séance ou vous n'en faites pas tout simplement, vous ne remplissez pas le champ, et ce champ n'apparaîtra pas dans le plan de cours final pour les étudiants. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Si nous allons dans cadre réglementaire Mohamed, plus haut, ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les modèles et documents Word, il y a des liens qui sont là à l'intention des étudiants, mais si, par exemple, votre école, votre faculté
a des règles, des règlements particuliers, vous pouvez les ajouter dans la rubrique Autres. Voilà. Et si Mohamed, maintenant, nous allons l'apprendre tout à l'heure, très bien. Je te laisse défiler, Mohamed. Je fais une dernière présentation. Nous allons enregistrer et revenir au cours. Très bien. Même si vous n'avez pas rempli tous les champs du plan de cours, vous pouvez quitter la ressource et poursuivre sa rédaction plus tard. Donc, Mohamed, si nous quittons le mode édition et nous cliquons sur la ressource plan de cours, vous verrez deux boutons. Pour vous, l'enseignant, vous pouvez, voyez-vous, quand je parlais d'aide à la gestion des fichiers, vous pouvez télécharger le PDF d'un simple clic de souris et poursuivre sa rédaction. Voilà pour la présentation du plan de cours électronique. Mohamed, nous allons retourner au document PowerPoint. Il me reste deux petites informations à vous fournir. Comme annoncé, dans 3 minutes, nous prenons les questions et les réponses. Donc, Mohamed nous présente le PowerPoint. Donc, une première aide à la planification. Nous passons à la diapo suivante et nous passons encore à l'autre diapo. Donc, on a vu, il y avait le gabarit de plan de cours. Il y a aussi une démarche de planification d'un cours. Cette démarche, en fait, l'ordre que nous vous proposons ici est un ordre basé sur de nombreuses années d'expérience en enseignement, en conception de cours à distance. Donc, dans un premier temps, rassembler les contenus disponibles. Dans un deuxième temps, rédiger les objectifs d'apprentissage et ce qui peut peut-être étonner, c'est planifier sommairement les activités d'évaluation avant de planifier votre calendrier des séances. Tout simplement pour vous assurer d'une bonne concordance entre vos objectifs et vos activités d'évaluation. Vos activités d'évaluation doivent permettre de vérifier l'atteinte des objectifs. Donc, il peut être intéressant de passer après les objectifs à ces activités-là. Ensuite, la prochaine diapo, en fait, je vous ai dit que ce ne serait pas très long, c'est le concept d'alignement pédagogique. Je reprends le même schéma ici, c'est des objectifs précis réalistes qui sont en cohérence avec les contenus et les activités. Et les évaluations permettent de vérifier l'atteinte des objectifs énoncés. C'est ce qu'on appelle en jargon pédagogique l'alignement pédagogique. C'est simplement une mise en cohérence entre tous les éléments d'un cours. Voilà pour la fin de cette première section. Nous allons dans les questions-réponses Mohamed. Oui, attendez, j'arrête le partage pour voir. Merci Mohamed. Les questions-réponses. OK. Alors, il y en a une. Quel est le rapport entre le modèle et ce plan de cours à remplir dans Studium? Alors, le rapport, en fait, c'est simplement deux formats différents. Le contenu est le même. L'avantage avec le plan de cours électronique, je l'ai illustré dans un tableau au moyen de plus et de moins. Mais le plan de cours électronique, si vous le remplissez, il sera au prochain trimestre. Si vous donnez le même cours, vous retrouverez votre plan de cours électronique. Donc, ça peut être aidant avec des liens qui sont mis à jour automatiquement, etc. Voici le lien entre les deux documents. C'est ça. Et j'ajouterais, Guylaine, si tu le permets, c'est que notre souci est vraiment non pas de prescrire, mais de recommander des outils. Puis je pense que toi, ton équipe, vous avez fait un travail dans cet esprit-là d'être flexible, d'offrir des formats flexibles aussi. Totalement. Donc après, à chaque enseignant de choisir celui qui lui conviendra. Ou de ne pas les choisir, ces gabarits. On s'entend. Ce sont des ressources qui sont mises à votre disposition. Et le troisième, le document Word que je vous ai présenté très rapidement avec aucune aide à l'édition, eh bien, je l'ai créé en accompagnant une équipe d'enseignants pas plus tard qu'il y a 2 semaines parce qu'ils trouvaient que la marche à monter était trop haute. Donc, ça vous fait 3 gabarits parmi lesquels choisir. OK. Voilà. Et puis, on a aussi une question sur le plan de cours électronique. Je pense qu'elle a été répondue, pour indiquer les modalités présentielles, à distance, etc. Oui. Je pense que c'est clair, oui. Oui, pardon. Donc, des boutons radio vous sont présentés. Est-ce qu'on peut les afficher, en fait, Mohamed? Je vais retourner là-dessus. Donnez-moi juste un instant.
Très bien. Donc, vous avez peut-être vu passer, je me permets de le dire. Euh, Merci Mohamed, je te laisse aller pour retourner dans Mhm. le plan de cours, peut-être format, dans le formulaire en tant que tel, en mode édition. Donc, vous avez peut-être vu passer des définitions de la VRAE sur les différents modes d'enseignement dans Synchro. On retrouve ces mêmes modes. Désolée, il y a un arrimage à faire, mais vraiment mineur. C'est appelé type de formation, mais ce sera mis à jour. Ce sont des modes de formation. Vous retrouvez, voilà, merci Mohamed. Je vais vous les montrer à l'instant. C'est dans Information générale, descendons. Vous retrouvez en présentiel, donc qui est nommé en personne dans le mode synchro, hybride, synchro et plan de cours, c'est la même chose, la définition de la VRAE. À distance, ça signifie entièrement en ligne avec des activités en mode synchrone, donc instantané, si on veut, en temps réel, pardon, et en mode asynchrone, donc en temps différé. Le mot comodal veut dire la même chose que multimodal, formation multimodale. Ce terme sera adapté en fonction des définitions de la VRAE qui viennent de paraître, mais on veut dire la même chose ici. Donc, un cours qui est offert en présence et une partie en présence, une partie à distance. Mais les définitions vous sont présentées sur le site du CPU, ici même, si on ouvre, par exemple, le point d'interrogation, Mohamed. Voyez la bulle d'aide, c'est un peu long, j'en suis désolée, mais voilà pour les types ou les modes de formation. Est-ce qu'il y aurait... Écoute, Guylaine, je ne vois pas d'autres questions. Donc, Donc, je te propose de continuer. Nous continuons. Le temps filant. Parfait. Donc, on passe à la prochaine section, qui n'est peut-être pas la section la plus sexy, j'en conviens. J'emploie ce terme « aide à la rédaction d'un objectif ». Donc, nous avons imaginé pour vous différents... on est vite sur le Python. Donc, OK, donc excusez-moi, je vois très bien. Il y aura une autre période de questions-réponses et nous allons, si on va trop vite, on en est désolé, mais on prendra le temps de répondre à vos questions et de répondre à vos questions. Voilà. Donc, les composantes d'un objectif, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Elles sont au nombre de 4. Je vous donne un exemple et en fait, je pense ici simplement activer vos connaissances antérieures. Je ne crois pas ou consolider ce que vous savez déjà. Mais je prends quelques instants pour vous en faire part. Donc, un objectif d'apprentissage commence par un verbe d'action précis, un seul verbe. Par exemple, évaluer. Il est suivi de l'objet de l'action, donc les contenus sur lesquels porte le verbe. Dans ce cas-ci, la qualité des informations. Ensuite, à votre guise, vous pouvez préciser le contexte ou les conditions d'exercice de la capacité qui est décrite par l'objectif. Donc, ici, ce serait transmise par un média. Donc, quelle information? Celles qui sont transmises par un média, les conditions. Si vous le souhaitez, ici, c'est vraiment pertinent, vous pouvez préciser, les critères de qualité, c'est pas grave, les critères de qualité, dans ce cas-ci, en articulant une critique conséquente et en utilisant la terminologie appropriée. Voilà. Vous avez ici un objectif complet qui comprend les 4 composantes possibles d'un objectif d'apprentissage. La question, et pour vous, je me suis dit, bon, vous savez, vous le faites de façon certainement intuitive. On va à la prochaine diapo, Mohamed. Comment, dans quel ordre on procède? Donc, ici, une petite démarche pour vous. Comment arriver à cet objectif? Eh bien, c'est vraiment dans un premier temps d'essayer de compléter la phrase « À la fin de ce cours, l'étudiante sera en mesure de » et de tenter d'énoncer la capacité que pourra exercer l'étudiant à la fin du cours. Cette capacité peut appartenir à l'un des 3 domaines qui sont présentés ici. Ça peut être cognitif, donc ce serait alors expliquer, analyser, évaluer, synthétiser, résumer. C'est le domaine le plus connu, le plus courant, en fait. Vous avez aussi un domaine affectif ou psychomoteur, selon le cours que vous donnez, vous pouvez toucher à ces 3 domaines également. Donc, vous imaginez une capacité, vous associez un domaine, et après, vous vous aidez de taxonomie.
Il existe différentes taxonomies pour chacun des domaines que je viens de vous présenter. On vous en propose quelques-unes au CPU. Ces taxonomies, je vous en présente une tout à l'heure, vous permettent de situer la complexité de la capacité visée. Donc, ces taxonomies vont du plus simple au plus complexe. Ce sont des outils, encore une fois, mais ça vous aide à vous situer pour votre objectif. Donc, vous précisez votre verbe au moyen d'une taxonomie et ensuite, à l'étape 4, si vous avez fait une première ébauche de votre objectif à l'étape 1, à ce moment-ci, vous raffinez. Donc, vous vous assurez qu'il n'y a qu'un seul verbe, que ce verbe désigne une action et vous n'excédez pas autant que faire se peut 6 objectifs d'apprentissage dans votre cours. Dans ma pratique de conseillère pédagogique, j'ai validé de nombreux plans de cours, j'ai accompagné de nombreux enseignants dans la planification d'un cours. Parfois, je retrouve des listes de 15 ou de 20 objectifs d'apprentissage dans un plan de cours. C'est beaucoup. Je crois, à ce moment-là, avec l'enseignant, on discute ensemble, il y a confusion entre objectifs de séance et objectifs de cours. Vous devez viser des objectifs qui sont assez intégrateurs pour arriver à 6 objectifs. Vous pouvez en avoir moins aussi, évidemment. Si on va à la prochaine diapo, c'est la taxonomie et on peut faire apparaître les verbes. Merci Mohamed. Je vous présente ici, c'est mon collègue Florent et moi-même, mais surtout Florent, qui avons imaginé cette représentation de la taxonomie de Bloom révisée. Elle vous est présentée dans les ressources en lien avec ce webinaire, j'y reviendrai. Cette taxonomie, donc, comprend 6 niveaux, du plus simple au plus complexe. Donc, se souvenir, habituellement, c'est une bonne pratique d'activer les connaissances antérieures des étudiants, mais ça n'en fait pas, on ne formule pas habituellement un objectif en lien avec ce niveau. Donc, ça peut aller de comprendre à créer. Et dans cette taxonomie, vous retrouvez dans celle que l'on vous propose au CPU, vous retrouvez des exemples de verbes dont vous pouvez vous inspirer pour rédiger votre objectif d'apprentissage. Donc, je vous donne un exemple, comprendre, c'est un verbe qu'on retrouve souvent avec ses variantes, connaître, savoir, apprendre. C'est un peu flou, c'est même très flou, ça manque de précision. Donc, dans la taxonomie qu'on vous propose, on vous offre différents choix de verbes. Est-ce que vous voulez dire expliquer, résumer, comparer? Donc, je vous invite fortement à consulter ce document pour préciser ce que les étudiants doivent être capables de faire au terme de votre cours. Et ainsi de suite pour chacun des niveaux. Appliquer des concepts enseignés dans des cas simples, habituellement, analyser, évaluer, donc poser un jugement, argumenter, vérifier la cohérence d'une analyse au moyen de critères précis, par exemple, et créer, ça peut être formuler une hypothèse, synthétiser, planifier même, produire. Voilà pour la taxonomie expliquée en quelques minutes. Donc, on va procéder. J'ai 2 démonstrations pour vous ici. Et Mohamed, je te ferai apparaître peut-être les soulignements rouges. J'ai 2 exemples pour vous qui vont permettre d'intégrer en fait ce que je viens de vous présenter précédemment. Ça, c'est un exemple vrai, tiré d'un plan de cours que j'ai écourté un tout petit peu parce que pour les besoins de la présentation, mais c'est le genre de choses qu'on peut recevoir comme conseiller pédagogique. Comment guider l'enseignant? Donc, je fais un peu de modelage, je verbalise à voix haute mon propre raisonnement quand je vois un objectif de la sorte. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure, ça va jusqu'ici, je lis la suite, d'apprendre des théories essentielles en hématologie et de diagnostiquer une anémie fériprive. En plus, les étudiants seront capables de réaliser un comptage cellulaire et vont développer et tester leurs connaissances. Donc, c'est un objectif bien chargé, il y a beaucoup de verbes. Premier diagnostic que je fais. Quand je regarde les verbes, je vais chercher le verbe le plus englobant. Je crois, sans être du tout experte dans le domaine, que ce serait diagnostiquer. J'éliminerai à ce moment-là le verbe apprendre et réaliser un comptage cellulaire. Je crois que pour diagnostiquer, il faut être en mesure de réaliser un comptage cellulaire. Donc, diagnostiquer, ce serait plus intégrateur que l'autre verbe.
Et apprendre, ça va de soi. Dans une taxonomie, même si on se situe à un niveau très élevé, ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas au niveau inférieur, mais on va chercher à exprimer ce qu'il y a de plus englobant. Alors, si un premier ménage, entre guillemets, dans cet objectif serait diagnostiquer une anémie fériprive. Peut-être qu'on pourrait dire, on pourrait préciser une condition, donc diagnostiquer une anémie fériprive au moyen des théories essentielles en hématologie, par exemple. Et peut-être que je laisserai tomber, mais ça me prendrait ici une discussion avec l'enseignant, réaliser un comptage cellulaire, je présuppose qu'il est inclus dans diagnostiquer. Développer et tester leurs connaissances, eh bien ça fait un lien vers les méthodes qu'on va employer, vers les évaluations. Dans l'objectif d'apprentissage, je laisserai carrément tomber cette référence. Parfait, je passe à l'autre. Effectivement, Mohamed, le temps court. Voici un deuxième exemple, plus court celui-là, donc encore là tiré d'un vrai plan de cours. Je le lis à nouveau. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de produire en équipe une balado-diffusion de 2 minutes expliquant la résolution d'une situation problème concrète avec les méthodes matricielles. On regarde cet objectif. Un seul verbe, c'est pas mal. Mais, je crois ici, quand je le regarde, je me dis il y a confusion entre la méthode et la capacité. Or, l'objectif d'apprentissage doit préciser la capacité que l'étudiant va développer au terme du cours. Si j'avais à reformuler cet objectif, je proposerais à l'enseignant expliquer la résolution d'une situation problème concrète avec les méthodes matricielles. Et à ce moment-là, pour la tâche évaluative, ce serait probablement une balado-diffusion de 2 minutes qui va permettre de vérifier la capacité de l'étudiant à expliquer cette résolution d'une situation problème. Évidemment, je lui poserai d'autres questions pour clarifier cette activité évaluative, mais il faut faire attention dans l'objectif d'apprentissage de ne pas confondre la capacité qui est ici d'expliquer probablement avec la tâche ou l'activité d'évaluation en soi pour vérifier l'atteinte de cet objectif. Voilà pour ces deux exemples. Nous prendrons les questions sous peu. Je vous ai parlé d'objectifs d'apprentissage, mais ces objectifs, il y a un chapeau au-dessus des objectifs d'apprentissage qui s'appelle intention pédagogique dans un plan de cours par compétence ou objectif général. Ce sont deux termes équivalents. On retrouve objectif général dans le plan de cours par objectif. Donc, les objectifs d'apprentissage, vous l'avez vu, c'est formulé, vous l'avez bien compris, c'est formulé du point de vue de l'étudiant. Un nombre maximal de 6 et ils décrivent une capacité précise, comme celle que je présente ici, qui est un exemple tout à fait d'actualité qui provient d'un plan de cours de la maîtrise en santé publique de l'ESPOM. À la fin du cours, les étudiants seront capables de comparer la structure des soins de santé au Québec à celle de différents systèmes nationaux. Voilà une capacité précise. Et si je regarde l'intention pédagogique, alors elle est formulée du point de vue de l'enseignant, nombre maximal 4, et elle décrit ce que j'ai appelé ici, parce que je voulais un tableau quand même synthétique, une macro-capacité, quelque chose de plus large. Ça peut même pointer vers une compétence, si vous êtes dans un programme par compétence. Ça peut préciser une valeur, voire même une posture. Par exemple ici, développer la capacité de raisonnement chez les étudiants à l'aide de discussions et de travaux réflexifs. Dans d'autres programmes que j'accompagne, on peut retrouver même des intentions de l'ordre de sensibiliser les étudiants à la profession XY. Ce qui est important, c'est que les intentions pédagogiques soient, et vice-versa, soient en cohérence avec vos objectifs d'apprentissage. Donc, si on parle de sensibiliser ou d'amorcer le développement d'une compétence dans les intentions, on ne devrait pas retrouver des objectifs d'apprentissage avec des niveaux de complexité très, très élevés. Voilà, je crois, maintenant, Mohamed, est-ce qu'il y a une autre diapositive? J'oublie. Non, ce serait cette deuxième section sur les objectifs, les apprentissages visés. Nous recueillons à ce moment-ci vos questions. Donc, je vous rappelle, vous pouvez utiliser le bloc questions et réponses pour poser vos questions en lien avec cette section.
En attendant que des questions rentrent, Guylaine, et puis je Oui, garde l'œil sur le temps, sur certain. le temps qui nous reste. Donc, tu as dit pas plus pour le bénéfice, la compréhension de tous. Donc, c'est 6 objectifs par cours. Et tu as parlé aussi d'objectifs de séance. Est-ce qu'on Exact. peut imaginer qu'un objectif peut être réparti sur 2 séances, 3 séances? Ah, ta question est excellente, Mohamed. Merci. Totalement. Oui. Un même objectif, comme on le veut, intégrateur, pour arriver au nombre de 6, effectivement, un même objectif pourrait être réparti sur plus d'une séance, sans problème. Bon, Tout à parfait. fait. Donc, et je vous dirais, c'est un effort exigeant que de rédiger des objectifs d'apprentissage, même pour nous. J'accompagne des enseignants, des fois je veux reformuler, les aider dans la reformulation de leurs intentions, de leurs objectifs. Je me casse la tête. C'est quelque chose de pas simple. On ne cherche pas la perfection, on s'entend. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui parle aux étudiants et qui nous aide pour la suite de notre planification. Je me rappelle d'un échange, et je le dis avec énormément d'affection, d'un échange avec un doyen d'une école que j'ai accompagné dans la rédaction de plans de cours. Et il me disait, mais Guylaine, est-ce que je peux en mettre 7? Eh bien, bien sûr que oui. On s'entend. Ce sont des balises générales. Voilà. Je vois qu'il y a peut-être des questions-réponses, Oui. Mohamed. Donc, j'arrête ici, je te laisse les regarder. Et donc, oui, Monsieur Ledoux nous demande si on va mettre en circulation les référentiels. De ce que je comprends, oui, c'est déjà mis en ligne et on va vous envoyer des courriels de rappel. Ça va être communiqué. Donc, vous aurez tout, absolument tout. Si vous saviez, à la toute fin du webinaire, j'ai fait la liste. On a mis en place plusieurs ressources pour vous aider encore une fois. Ne pas vous étourdir, c'est notre but premier. Là, on espère ne pas faire ça, mais vous avez le webinaire, le PPT de la présentation, vous avez des taxonomies, des méthodes pédagogiques. Vous allez voir, on a de nombreuses choses. Une autre question que je trouve très intéressante, et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Monsieur nous demande, est-ce qu'un plan de cours peut être construit à la fois par compétence et par objectif? La question est excellente. Ben écoutez, je vous ai expliqué tout à l'heure la différence très subtile qui existe entre les deux plans de cours de l'Université de Montréal, les deux gabarits. Ça tient à un terme, intention pédagogique plutôt qu'objectif général. On a fait le choix, au moment de la rédaction de ces gabarits, de parler d'objectifs d'apprentissage, même dans un plan de cours par compétence. Alors, ma réponse est oui. Parfait. Et un autre participant qui nous parle, qui nous pose la question pour un atelier de conception, exemple architecture, Oui. est-ce que c'est mieux d'y aller par objectif ou plutôt par intention pédagogique? D'accord. Donc, la question si votre programme n'est pas par compétence, en fait, il y a aucune conséquence dramatique que vous preniez l'un ou l'autre. On s'entend. Donc, mais si votre programme est par compétence, j'adopterai le gabarit de plan de cours par compétence. Et j'ai un faible, là, je vous fais une petite confidence, d'accord, à 303 participants. Moi, j'ai un faible pour le terme intention pédagogique. Je le préfère à objectif général, qui est hérité d'une pédagogie par objectif. Donc, mais c'est tout personnel ce que je vous dis là. Donc, l'un et l'autre gabarit conviennent. Merci Guylaine. En même temps, je réponds à des questions Ah, dans le c'est super, clavardage. Mohamed. Tu fais bien ça, l'homme orchestre. Euh, donc, qu'en est-il, Guylaine, des critères de performance, du contexte de réalisation? Peut-être qu'on est passé On est rapidement passé dessus. rapidement, effectivement. Dans les critères de qualité ou exigences de qualité, ce sont deux termes interchangeables. C'est vraiment, je les utilise beaucoup. Encore là, je vais parler de ma pratique de conseillère pédagogique. J'accompagne une école qui est par compétence en ce moment. On utilise beaucoup les exigences et les critères de qualité dans les objectifs parce que de telles exigences sont précisées dans leur référentiel de compétences. Donc, on les récupère comme ça dans les objectifs. Autrement, je vous dirais d'y aller, de faire attention à ces fameuses exigences de qualité, parce qu'il faut, soit on met une liste exhaustive ou on n'en met pas. C'est le risque. Donc, c'est vraiment facultatif dans la rédaction d'un objectif. Si vous Super. hésitez, je vous dirais, n'en mettez pas. Merci Guylaine pour cette réponse limpide. Alors, est-ce qu'on aurait aussi, Guylaine, des plans de cours type Ah,
on aimerait tellement ça. Écoutez, ça va venir, oui. On les a pas en ce moment. Je construis des exemples avec les écoles que j'accompagne. Peut-être qu'éventuellement, on pourrait, en biffant certaines informations, mettre ces exemples à la disposition de l'ensemble de la communauté. Mais pour l'instant, non, malheureusement. J'ose, comment dire, présager que ça pourra se faire dans un avenir relativement proche. C'est toujours d'ajouter des ressources pour vous aider. Et Guylaine, je pense que c'est peut-être la dernière question, après on va continuer. D'accord. Quitte à revenir après sur les autres questions à la fin, s'il nous reste du temps. Alors, on a parlé d'alignement pédagogique, certains moments on a parlé de cohérence, mais il est vrai qu'on a tendance, nous, à mettre de l'avant plus l'alignement. Est-ce que toi, tu verrais une différence entre les deux, alignement et cohérence? Non, du tout. Je vous dirais même que dans ma pratique, j'ai longtemps préféré appeler l'alignement pédagogique le principe de cohérence. En toute honnêteté, alignement pédagogique étant un peu jargonneux, si je puis me permettre. Mais ça veut dire la même chose, c'est simplement la mise en cohérence des composantes d'un cours. C'est ça. Moi j'ai un petit fait pour l'alignement parce que ça fait penser à l'alignement des roues d'auto, mais... C'est parfait. J'adore. Chacun utilise les moyens pour retenir. Oui. Voilà. Est-ce qu'on continue, Guylaine? Oui, on continue. Peut-être, Mohamed, on pourrait faire, avant de se lancer dans l'autre, est-ce qu'on présente en fait le wiki du guide d'aide à la rédaction? On a oublié de le faire, je m'en excuse tout le monde, mais quand on était dans le plan de cours électronique tout à l'heure, le temps que Mohamed accède à son espace Studium, quand on était dans le plan de cours électronique, peut-être montrer le chemin. Parfait, merci Mohamed. Vous avez vu qu'il y avait des bulles d'aide, mais vous avez accès, c'est la dernière mouture, j'ai bossé là-dessus en juin, il n'y a pas si longtemps. Si vous avez tout en bas de votre espace, de votre site Studium, besoin d'aide, enseignant. En cliquant sur enseignant, voici ce qui apparaît. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'aide Studium qui est destinée justement aux enseignants. Dans cette aide, il faut le temps de charger, voilà, vous allez retrouver deux guides de rédaction, deux guides d'aide à la rédaction d'un plan de cours, par objectif, par compétence. Quelques explications seulement sont différentes entre les deux. Donc, vous allez vers celui qui vous chante, d'accord? Donc, vous retrouvez ici, c'est très intuitif, très facile de se retrouver. Je le préfère en toute transparence au document PDF parce qu'il est facile d'y naviguer. Vous retrouvez tout en haut les intitulés des rubriques. Donc, un clic sur un intitulé vous amène à la rubrique correspondante et vous avez l'information. Vous voyez, par exemple, évaluation, Mohamed. Très bien, on descend. Parfait. Vous voyez des explications additionnelles, donc supplémentaires à celles présentées dans les bulles d'aide. Et nous poursuivons la descente, Mohamed. Et vous avez des menus déroulants parce qu'on voulait que, voilà, des menus déroulants qui vous offrent de l'information additionnelle. Exemple de méthode d'évaluation, voilà, avec des références précises. Et même, je vais aller plus loin, Mohamed, toujours dans évaluation, vous avez des exemples de critères d'évaluation. Je vais vous en parler tout à l'heure pour vous aider à remplir le tableau évaluation du plan de cours. Donc, vous retrouvez de l'information additionnelle qu'on croit en fait plus facile à consulter. Voilà pour le wiki du plan de cours. Excellent. Je te laisse remettre le PPT et nous passons à la prochaine section. Nous sommes dans les temps, Mohamed. Aide à la planification, merci Mohamed, aide à la planification des activités. Troisième et dernière section. Donc ici, évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je tenais à vous présenter différents éléments d'information, encore une fois, pour vous aider. J'ai ici un modèle structurant pour le calendrier des séances. Donc, ce modèle structurant, il est fortement inspiré du technopédagogue, de celui élaboré par le technopédagogue Marcel Lebrun et qu'on retrouve même dans des documents plus récents. Ce modèle date de 2005, mais on le retrouve dans un ouvrage de 2017 sur comment former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé. Donc, c'est un modèle qui est très porteur, très englobant. Que dit-il exactement, ce modèle? C'est des choses que peut-être vous savez déjà, mais il a l'avantage d'intégrer tout ça.
Donc, l'étudiant acquiert, il y a 3 composantes de base, dans ce modèle, les ressources, les activités et les résultats. Donc, ces 3 composantes, je ne vais pas vous annoncer qu'elles doivent se retrouver à chacune de vos séances, mais elles doivent faire partie de votre calendrier ici et là. L'objectif, c'est que vous ne soyez pas qu'en ressources. Quand je dis ressources, c'est en webinaire, en présentation comme je le fais ici, en démonstration, en exposé magistral, en lecture, en vidéo. Donc, l'idée, c'est d'introduire de la variété dans votre calendrier des séances et de mettre les étudiants en action. Donc, les ressources, je viens de voir, les activités, les étudiants réalisent des activités, vous vous en doutez bien, quand ils font un atelier, une étude de cas, ils participent à des jeux de rôle, à un laboratoire, mènent un projet ou encore sont impliqués dans une simulation. Voilà un exemple de méthode sous la composante activité de ce modèle. Les activités, idéalement, doivent produire des résultats. Pas toutes les activités, je vous rassure, évidemment. Ces résultats, ça peut être un bilan, un exposé oral, une solution, une synthèse, un texte réflexif, etc. Ce ne sont que des exemples ici, mais ces résultats offrent des opportunités de rétroaction qui sont très précieuses pour les étudiants et leur permettent de consolider leurs apprentissages. Donc, ce qu'il faut éviter idéalement, c'est de passer d'un mode ressources exclusivement, où l'étudiant acquiert des ressources par la lecture, par l'écoute de différentes choses, à l'évaluation. Donc, c'est un modèle qui peut être structurant pour vos séances. En soutien à l'apprentissage, vous retrouvez la composante motivation et la composante interaction. Donc, l'étudiant est motivé si vous lui présentez l'utilité de ce que vous enseignez. Il va y voir de l'intérêt. S'il perçoit qu'il a des chances de réussir aussi les activités que vous proposez et s'il ressent un certain sentiment de contrôle, ne serait-ce que quand vous lui donnez, par exemple, des consignes, des directives claires ou que vous lui offrez différentes options pour rédiger un travail. Les interactions, eh bien, c'est une bulle assez large. C'est quand vous interagissez avec les étudiants, c'est quand les étudiants interagissent entre eux, il y a des discussions, des débats. Donc, ces 2 composantes, vous les mettez aussi souvent que nécessaire, surtout les interactions quand c'est possible à distance, pour soutenir les étudiants dans leur démarche d'apprentissage. Donc, ça se veut un modèle structurant. Je vous dirais que moi-même, quand j'évalue le calendrier, quand je regarde en fait le calendrier des séances d'un enseignant pour lequel il me demande de l'aide, je mets spontanément un R pour ressources, un A pour activité. Donc, je vois s'il y a équilibre entre tout ça dans le calendrier des séances. À la diapo suivante. Juste avant de continuer, Guylaine, tu l'as souligné et puis j'aimerais aussi insister, c'est que tu l'as dit, en formation à distance, la partie interaction est vraiment cruciale. Donc, moi, je la verrais même hypertrophiée ici par rapport au reste un petit peu. Elle est fondamentale, en fait. Oui, je suis restée près du modèle de Marcel Lebrun que j'ai reproduit ici, mais c'est un moteur important et en formation à distance, si ce n'est pas possible de faire interagir les étudiants entre eux, mais vous interagissez avec l'étudiant, ça, c'est important, qu'il y ait des communications, en fait, avec lui. Voilà, merci beaucoup. Merci, Mohamed, pour ton ajout. C'est apprécié. Donc, à la prochaine diapositive, et j'ai même fait un document pour vous, je vous montrerai où il se trouve. Ce sont que des exemples, encore une fois, et vous pourriez vous-même bonifier cette liste. Donc, il y a des bonnes pratiques en lien avec chacune des composantes de ce modèle structurant. Par exemple, au niveau des ressources, parce qu'il y en a plusieurs à créer dans une formation à distance, schématiser l'information, donc offrir une vue d'ensemble. Aussi simple qu'enregistrer les webinaires pour permettre leur visionnement en temps différé, c'est plus inclusif. Réduire l'information, donc j'entends par là privilégier une granularité faible de l'information, donc de plus petits documents, autant que faire se peut. Pour les activités, évidemment, utiliser des situations authentiques quand c'est possible. Ça vient activer aussi en même temps la composante motivation pour l'étudiant. Il voit quelles sont les retombées possibles pour lui
Ça peut être dans son domaine, dans son quotidien, voilà, dans des domaines concrets. Donc, situation authentique, c'est un terme très générique qui pointe vers des situations issues du monde professionnel, du monde de l'actualité, du monde académique. Donc, ça se veut englobant. Et favoriser l'intégration, vous enseignez des contenus, bien au fur et à mesure, proposez des activités qui intègrent ce que vous avez enseigné. Et pour les résultats, eh ben, je vais m'arrêter ici parce que je ne veux surtout pas dépasser le temps alloué. Proposer des retours réflexifs. Parfois, on n'y pense pas. Ça peut être intéressant. Oh, on se retrouve à l'autre, Mohamed. L'autre, la diapo 19. Hop! Ah bon, mais c'est pas grave, je vais le dire de vive voix. Proposer des retours réflexifs ou demander aux étudiants de justifier leurs réponses. Voilà un exemple de bonne pratique en lien avec ces composantes que je viens d'énumérer. Parfait, je passe à la diapo suivante. Ici, simplement une parenthèse. Quand on parle de résultats, quand on parle d'évaluation, on a ce qu'on appelle, nous les conseillers, les 3 P pour les évaluations. Donc, quels sont ces 3 P? Vous n'êtes pas obligé de faire les 3, mais si ça vous apparaît pertinent, on vous le recommande fortement, c'est de vous intéresser non seulement aux produits, c'est-à-dire aux résultats, le bilan, le texte, la carte conceptuelle, etc., mais peut-être aussi au processus. Le processus renvoie ici à la démarche qu'a suivi l'étudiant pour arriver à vous livrer ce produit. Ça peut être aussi des propos, ses propres propos sur ce qu'il vous a livré et sur sa propre démarche. Donc, de la réflexivité, en d'autres mots. Voilà, donc ce sont des possibilités si vous voulez élargir vos évaluations. Pensez à processus et propos si vous ne le faites pas déjà. Voilà, on peut poursuivre, Mohamed. Maintenant, et j'arrive à la fin, je vous rassure, vous avez ici la description d'une évaluation. Je vais passer un peu rapidement. C'est un extrait d'un plan de cours, par objectif, par compétence, c'est la même chose. On vous propose en fait, pour vous aider justement dans votre alignement, de préciser les objectifs visés par votre activité d'évaluation. Et au moment de préciser votre activité d'évaluation, de mentionner là où les méthodes que vous avez utilisées. On a vu dans le wiki que le CPU vous en propose certaines, mais évidemment, l'éventail est très large. Vous pouvez inventer, il n'y a aucun problème. De spécifier la tâche globale et vos attentes principales. Je vais montrer un exemple qui sera parlant dans quelques instants. Et les critères d'évaluation, eh bien, ça renvoie ici à cette liste que vous voyez, qui n'est pas exhaustive, encore une fois, la clarté, la cohérence, la justesse, la logique, etc. Ça pourrait ressembler, vous aurez le PowerPoint de ce webinaire pour le consulter, à la diapo suivante. Merci. On voit ici un exemple, encore une fois, tiré d'un plan de cours de la maîtrise en santé publique et légèrement adapté pour les besoins de la démonstration. Vous avez des objectifs, une activité évaluative qui est en lien avec les objectifs visés. On a mis la méthode, le travail écrit. On a précisé la tâche, qui est une analyse, et les principales attentes. Donc, une analyse individuelle de 2 pages d'un article. Et les critères d'évaluation ici, je ne vais pas les lire, le temps file, je veux juste m'assurer de tout présenter, mais vous voyez ici des exemples que vous pourrez consulter par la suite. Une façon, encore une fois, qui n'est pas imposée, mais une façon parmi d'autres de présenter vos critères d'évaluation dans le plan de cours. Voilà, donc allons à la prochaine diapo, Mohamed. Nous prenons les questions. Donc, j'arrête le partage et donc, oui. La première question, Guylaine, concernant la taxonomie, donc celle qui sert à la rédaction des intentions, on se demande est-ce que c'est la même qu'on utilise pour les objectifs? D'accord. Donc, je vous dirais que pour votre intention, n'utilisez pas de taxonomie. Quand j'accompagne les enseignants, c'est pas ce que je leur propose. Ça peut être plus général, animé, attendez, j'ai des exemples sous les yeux, je vais vous en donner. Ce sera pas très long si vous permettez. Voilà. Voyez, amorcer le développement d'une compétence XY, soutenir les étudiants dans leur apprentissage du professionnalisme. Voyez que je suis au-delà un peu de la taxonomie. Promouvoir la collaboration entre les étudiants, au moyen notamment de travaux en équipe.
Donc, je garderai la taxonomie pour les objectifs d'apprentissage. Merci, Guylaine. Alors, on se demande aussi est-ce qu'il y a donc c'est quoi l'ouvrage que tu avais mentionné sur Oui, tout à fait. Vous savez, le titre de cet ouvrage, je l'ai mis à la fin du PowerPoint dans les principales sources consultées. Je vous invite, c'est un livre formidable qui date de 2016. D'accord. Et Guylaine, pour la fameuse représentation que tu nous as montrée, Oui. ressources, activités, résultats, alors est-ce qu'il faut le faire pour tout le cours ou pour chaque séance du cours? Je pense que j'ai oublié de le préciser, ce n'est pas pour chaque séance. Loin de moi l'idée que vous imposez ça. Moi-même, Mohamed et moi, on ne le fait pas même pour cette séance-ci. Vous voyez qu'on a activé les composantes ressources et interaction. Et interaction, c'est modéré, hein, c'est par le biais d'un question-réponse. Donc non, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc l'idée, c'est de ne pas qu'être en ressources tout au long de votre cours. Donc, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Guylaine. Et donc, oui, on va réafficher la dernière diapo du PowerPoint. Et le PowerPoint est déjà en ligne sur le site du CPU. Vous y aurez accès. Certains. Et on pourrait montrer peut-être, Mohamed, est-ce que c'est plus rapide pour toi de montrer sur le site du CPU toutes les ressources qu'on a mises à votre disposition? On y arrive, ce ne sera pas très long. Donc, voilà. L'école d'été, vous voyez ici, Mohamed, adapter son cours à la formation à distance, c'était la formation qui se termine sous peu. Vous voyez le PowerPoint de la présentation. Vous voyez modèle structurant, c'est le modèle que je vous ai présenté et j'ai ajouté des principes. Il y a des exemples de méthodes pédagogiques, les mêmes que vous retrouvez dans le guide du plan de cours, mais j'ai voulu les mettre à part au cas où ce serait nécessaire pour vous. Vous avez des taxonomies. Vous avez même ici ce qui peut vous aider, puis on pourrait l'afficher en fait, Mohamed, si ça ne t'embête pas, la liste de vérification. Oui, juste une minute, je vais la partager. Merci beaucoup. Donc, c'est un simple rappel, vous pouvez modifier, mais quand je travaille avec les programmes, les plans de cours dans un programme, on se donne ensemble une liste de vérification. L'idée, c'est pas de monter toutes les marches en même temps, mais j'ai mis ici c'est un rappel un peu de tout ce qu'on a dit lors de ce trop court webinaire. Vous pouvez, donc c'est une aide-mémoire, voilà, pour vous, et vous pouvez l'utiliser. Quand vous avez planifié votre cours, vous regardez, est-ce que j'ai fait ça ou pas? Ou peut-être que cette fois-ci, non, je ne le ferai pas et c'est correct aussi parce que le temps manque et que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est une liste qui reprend, en gros, tout ce qui vous a été présenté. Voilà, donc, pour le partage des ressources et peut-être à la dernière diapositive du PowerPoint, Mohamed, mais privilégions peut-être les questions-réponses s'il y en a d'autres. Oui, Guylaine, on en a une autre. Alors, est-ce que le nombre de compétences à acquérir ne doit pas dépasser le fameux 6 objectifs? Bon, là, quelle question, elle est super. Ça dépend des programmes, je vous dirais. Donc, ma question, je vous dirais oui, mais souvent, c'est du cas par cas rendu ici. Mais un cours qui vise, ça dépend quelle est l'ampleur des compétences visées dans un programme. Là, ça met un peu, je trouve ça délicat de répondre. Si c'est possible, 6. Mais l'idée, vous savez, un des principes de base, puis surtout en enseignement à distance, je le formule comme ça, puis je sais que c'est pas simple, c'est peut-être d'enseigner moins, mais de faire travailler davantage les étudiants. Donc, parfois, il faut viser seulement les contenus et les compétences essentielles, surtout à distance. Donc voilà, c'est une réponse partielle, je m'en excuse. Il faudrait que j'analyse votre référentiel de compétences. Merci beaucoup, Guylaine. Il nous reste 1 minute. Oui. Oui, où trouver le PowerPoint sur le site? Donc, si vous allez sur le site du CPU, dans mesures alternatives ou formation à distance, il y a guide des webinaires. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, on va vous recommuniquer tout ça et on va tenter d'être le plus clair, le plus explicite possible. Et de toute façon, si vous avez une question, vous ne trouvez pas quelque chose, écrivez-nous et on se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais.
Exactement, merci Mohamed. Alors, ça a été un plaisir d'être avec vous, de vous présenter différentes ressources, il y en a d'autres, mais de faire un survol comme ça. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci Merci. beaucoup, Guylaine. Merci à toutes et à tous de votre présence, de votre patience et Oui, bonne suite de l'école d'été. exactement. Au revoir.